à toutes et à tous, bienvenue aux 14h de Radio J, votre grand moment d'information de l'après-midi. Steve Nadjar au micro, édition spéciale tout de suite. On est ensemble aujourd'hui pour une grosse demi-heure d'information. Un 14h que vous pouvez suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live. Au sommaire de cette édition, cette attaque au couteau il y a un peu moins de 2 heures près des anciens locaux du journal Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. 2 suspects ont été interpellés. Tous les détails dans quelques secondes. On écoutera également l'éclairage du géopolitologue Frédéric Ancel. Il sera l'invité de notre grand entretien. Je le recevrai aux alentours de 14h20. On sera également à Jérusalem où nous attendra comme tous les jours notre correspondante permanente Pascal Sunshine. Un nouveau confinement très strict, vous le savez, a démarré il y a 1 heure. Une décision entrée en vigueur un peu plus de 48 heures avant l'entrée du jour de Yom Kippour. Kippour en mode Covid cette année. On y reviendra dans quelques instants avec le président des consistoires, Joël Mergui. Il nous dira comment le protocole sanitaire s'appliquera cette année dans les synagogues du pays. Kippour qui se prépare aussi évidemment sur le plan spirituel. Ce sera le thème du limoud du vendredi avec le rabbin Raphaël Sadine. Voilà, vous savez tout du programme de cette édition. On fait le point tout de suite sur les dernières infos. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. 2 personnes ont donc été blessées en fin de matinée à l'Arme Blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement. Les blessés salariés de l'agence de presse Première Ligne, un homme et une femme, sont en urgence absolue. La préfecture de police de la capitale recommande d'éviter le secteur. Un agresseur présentant des traces de sang a été arrêté près de la place de la Bastille, a annoncé la préfecture de police de Paris, et selon plusieurs médias, un deuxième suspect a été interpellé par la brigade des réseaux ferroviaires au niveau du métro Richard Lenoir. Un des agresseurs était armé d'une hache ou d'une machette. Le parquet national antiterroriste s'est saisi tout à l'heure du dossier et a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Et très rapidement, la mairie du 11e arrondissement a décidé de boucler le secteur. Les écoles des 11e, 3e et 4e arrondissements sont confinées. Les crèches et résidences pour personnes âgées sont bouclées. Une cellule de crise a été ouverte en présence du Premier ministre Jean Castex. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement à Saint-Ouen ce matin, est entré en urgence à Beauvau. De son côté, Emmanuel Macron suit la situation de près depuis l'Elysée, et des informations faisaient état de la présence d'un colis suspect, mais aucun engin explosif n'a été détecté. Les démineurs de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de Paris, ont été envoyés sur place. Pendant ce temps, la 18e jour au procès des attentats de janvier 2015, on retrouve Michel Zarbim en direct depuis le tribunal de Paris. Bonjour Michel. Bonjour Steve, bonjour à tous. Comment la cour d'assises spéciale a-t-elle réagi à cette nouvelle attaque près des anciens bureaux de Charlie Hebdo ? Ah oui, justement, c'est en ce moment un petit peu beaucoup d'émotions du côté notamment des participants à cette audience, des victimes qui sont venues aussi témoigner aujourd'hui, des parties civiles. On le disait ce matin d'ailleurs sur notre antenne, Steve, qu'il y avait des risques importants d'attentats de style Al-Qaïda, c'est-à-dire des formes très particulières d'attaques à la voiture bélier ou au couteau ou à la hachette. Hélas, les informations se confirment. Il est à prévoir, selon les spécialistes, une recrudescence de ce type d'attaque qui coïncide évidemment et très précisément avec la tenue de ce procès en ce moment avec une cour spéciale antiterroriste. La sécurité, d'ailleurs, s'est renforcée considérablement encore il y a 1 heure devant l'enceinte du tribunal judiciaire de Paris. Michel, que faut-il retenir, j'allais dire, à part cela, de l'audience de ce matin qui a repris après l'interruption d'hier après-midi ? Oui, c'est une audience extrêmement intéressante, alors très technique, parce que c'est un responsable, un spécialiste de la DGSI qui est dans l'enquête dans l'antiterrorisme, qui a essayé d'expliquer, déjà en rentrant dans le vif du sujet, quels pouvaient être les liens entre les prévenus sur le box des accusés, qui ne sont pas les responsables directs de l'attentat de Charlie Hebdo, de Montrouge ou de l'Hypercacher, mais qui ont des liens particuliers. Soit certains ont vendu des armes, soit d'autres ont été en contact important avec les tueurs Kouachi et Koulibaly. Et cet entretien, cette audition du spécialiste de la DGSI s'est faite aussi par écran interposé. On n'entendait que la voix, pour vous dire qu'en ce moment, évidemment, les enquêteurs de ce type-là sont également très en pointe, très ciblés
par les menaces terroristes. Michel Zarbib depuis le tribunal de Paris pour le procès des attentats de janvier 2015. Merci Michel et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. L'actualité du coronavirus maintenant, record en France du nombre de cas de contamination avec 16 096 nouveaux cas ces dernières 24 heures et 52 décès, Gabriel. Le cap des 1000 patients contaminés à la Covid-19 en réanimation a été franchi. 95 nouveaux foyers de contamination ont été détectés en une journée et 4258 nouveaux malades sont entrés à l'hôpital ces 7 derniers jours. Engorgés, les hôpitaux de Paris vont devoir déprogrammer des interventions chirurgicales dès ce week-end. Concernant les mariages, la préfecture de police de la capitale a indiqué au maire d'arrondissement que les cérémonies de mariage pouvaient avoir lieu à Paris, mais pas les fêtes de mariage. Et à Marseille, alors que dès demain soir, les bars et restaurants devront fermer leurs portes, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés ce matin devant le tribunal de commerce de Marseille pour protester contre cette fermeture décrétée par le gouvernement. Les élus ont rejoint le rassemblement sous les applaudissements et la deuxième adjointe à la mairie de Marseille, Samia Ghali, a annoncé que la police municipale ne verbaliserait pas les restaurants et bars ouverts. 14h06, nous sommes maintenant en ligne avec le président des consistoires, Joël Mergui. Bonjour. Bonjour. Joël Mergui, quelle est votre première réaction après cette nouvelle attaque dans le 11e arrondissement ? Écoutez, il y a toujours une réaction d'inquiétude, d'angoisse, parce que on vit un moment difficile. C'est vrai que depuis le début de cette procédure, on redoutait de la procédure que j'entends qui concerne le procès Charlie Hebdo et d'Hypercacher. On redoutait qu'il y ait une attaque. Bon, cette attaque a lieu. On a imposé avec le SPCG, avec le ministère de l'Intérieur, il y a des normes de vigilance qui sont très importantes en attendant qu'on soit sûr qu'on a attrapé toutes les personnes concernées. Justement, Joël Mergui, est-ce que dans ce contexte, vous envisagez avec les autorités de renforcer encore la sécurité des synagogues pour Kippour ? Déjà, nous, en interne, avec le SPCJ, bien entendu, la sécurité, déjà, pour les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, est une sécurité qui est toujours traditionnellement beaucoup plus importante. Alors là, on est en train de parler dans les minutes qui suivent l'attaque. On est en contact avec les différentes préfectures et les ministères pour demander effectivement que cette sécurité soit encore renforcée. Je parle de la sécurité des lieux dès aujourd'hui et je recommande, tant qu'on n'a pas vu plus clair dans les heures qui viennent, de faire très attention, en particulier dans ce quartier, dans tous nos déplacements. Maintenant, il y a déjà eu des attentats. La vie va continuer sous haute vigilance et sous haute protection. Et bien entendu, on va demander qu'une attention, et j'ai déjà demandé qu'une attention particulière soit mise en place dès aujourd'hui sur tous les lieux de la communauté juive, en plus de l'attention normale qui a lieu pendant cette période des fêtes de Tishri, qui avait valu une réunion importante au ministère de l'Intérieur il y a une quinzaine de jours, et une réunion importante auprès de toutes les préfectures, notamment avec le préfet de police à Paris. Joël Mergui, c'est aussi évidemment la sécurité sanitaire des fidèles qui vous occupe énormément ces dernières semaines et en fait ces derniers mois. Quel protocole va être mis en place pour les différents offices qui vont rythmer la journée de Kippour à partir de dimanche soir ? Écoutez, je vais le dire de façon très synthétique, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Premièrement, les offices vont se tenir dans la plupart de toutes nos synagogues. Ils vont se tenir avec des temps plus courts, avec des règles très rigoureuses. Les protocoles sanitaires, on est autorisé à ouvrir en respectant les règles très rigoureuses. Vous voyez la situation sanitaire dans laquelle est notre pays. Donc les synagogues doivent être des moments de sécurité sanitaire. Les gens doivent venir avec des masques. Ils doivent éventuellement avoir plusieurs masques. Ils doivent changer des masques à l'intérieur. Et de toute façon, toutes nos synagogues sont équipées de masques, de gel. Les personnes qui ne sont pas inscrites dans leur synagogue, s'il vous plaît, on n'est pas comme tous les ans, on accepte tout le monde. Elles ne pourront pas venir. Elles ne pourront pas venir parce que chaque synagogue a calibré le nombre de personnes, le nombre de places pour garder les distances physiques, et on ne peut pas prendre le risque qu'au moment de la Neila, à la fin de Kippour ou du Shofar, ou à n'importe quel moment, des gens affluent, parce que là, ça ferait prendre un risque à l'ensemble des personnes qui sont sous sécurité sanitaire à l'intérieur des synagogues. Les enfants ne peuvent pas venir aussi dans les synagogues. Enfin, ne viendront que les gens qui ont été régulièrement inscrits. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des personnes qui s'inscrivent, et il y a des synagogues qui ont affiché complet, parce que si on met plus de monde, et il faut le comprendre, la sécurité sanitaire est en danger. Donc on vit un moment très difficile. Les personnes
également qui sont fragiles, qui sont malades, toutes celles qui sont enrhumées, qui toussent un peu, qui ont un peu de fièvre, il est évident qu'elles ne doivent pas venir pour ne pas faire prendre de risques aux autres personnes. Mais les personnes qui elles-mêmes sont fragiles, sont d'un certain âge ou qui ont des différentes maladies qui peuvent les mettre en danger. Il est préférable qu'elles prient chez elles. Il est préférable qu'elles prient chez elles. Et les personnes qui ne peuvent pas, parce qu'on a parlé de la journée entière de Kippour. D'abord, la majorité des synagogues vont essayer de faire une coupure au milieu de la journée pour permettre que l'office ne soit pas d'une journée complète. Mais les personnes qui ne peuvent pas tenir trop longtemps, personne n'est obligé de venir à la synagogue. On maintient l'office parce que notre rôle, c'est de maintenir des offices si la sécurité sanitaire est remplie. Maintenant, les personnes qui ne peuvent pas tenir très longtemps ou qui ne viennent pas à la synagogue parce qu'ils ont peur, personne ne leur en voudra. Et il faut rappeler, Joël Mergui, avant de nous quitter, que l'écoute du chauffard n'est pas obligatoire le jour de Kippour. C'est important de le rappeler à nos fidèles qui s'inquiètent. Elle est obligatoire à Rosh Hashanah, elle n'est pas obligatoire le jour de Kippour. Et les gens qui ont peur et qui prient chez elles, cette année c'est particulier, elles peuvent prier chez elles et ne pas se mettre dans une situation où elles vont être inquiétées toute la journée. Je disais, les personnes qui ne peuvent pas rester trop longtemps à la synagogue, elles peuvent venir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures et repartir de façon à participer à la vie de l'office sans être, disons, stressé et tendu. On a tout mis en place. Je voudrais féliciter les présidents, les rabbins, tous ceux qui mettent tout en place. Et s'il vous plaît, respectez les consignes de votre synagogue et soyez tolérants. Soyez tolérants si on vous déplace de votre place. Soyez tolérants si on vous demande de mettre votre masque. Soyez tolérants si on vous redit 10e fois de mettre du gel. Je crois qu'il en va de la sécurité de tout le monde dans ce contexte actuel. Restons vigilants. Vigilant et respectueux. Et de permettre à nos synagogues de fonctionner le jour de Kippour. Merci. Avec l'aide de Dieu, avec votre aide et en espérant que la sécurité aussi du fait de l'attentat pourra avoir trouvé des solutions dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Joël Mergui. Je rappelle que vous êtes le président des Consistoire. Shabbat Shalom et Gmar Khatima Tova. Shabbat Shalom et Gmar Khatima Tova. 14h12, l'actualité en Israël maintenant. Le confinement complet a débuté à 14h, heure locale, Gabriel. Les synagogues sont fermées, les rassemblements sont limités à 20 personnes en extérieur et 10 personnes en intérieur. Les commerces non essentiels, bars et restaurants sont fermés. Les déplacements sont limités à 1 km de chez soi, sauf pour aller travailler. Le trafic des bus est réduit de 50% environ. Et puis concernant l'aéroport international de Ben Gurion à Tel Aviv, il sera partiellement ouvert. Les Israéliens seront autorisés à quitter le pays à condition qu'ils aient acheté leur billet avant le début du confinement complet. À l'arrivée à l'aéroport, une référence doit être présentée pour la date d'achat du billet, un billet valide pour la date du vol et un contrôle de dépistage au coronavirus négatif selon les exigences du pays dans lequel ils se rendent. Et les Israéliens actuellement à l'étranger seront quant à eux autorisés à rentrer dans le pays. Ceux qui reviennent d'un pays dit rouge seront placés à l'isolement durant 2 semaines. Et puis Benjamin Netanyahou a pris la parole hier soir. Le Premier ministre israélien a demandé à ses concitoyens de se réveiller pour éviter la propagation du coronavirus. Le chef du gouvernement a affirmé que le pays faisait face à une urgence nationale. Le leader du Likoud a promis un filet de sauvetage pour les victimes économiques de la crise, de nouveaux tests de dépistage avec un résultat plus rapide et un vaccin très rapidement. Benjamin Netanyahou a également souligné l'esprit de solidarité qui doit régner pour vaincre le virus. La guerre du coronavirus, c'est une guerre pour l'économie, c'est une guerre pour la santé. Encore une fois, c'est une guerre pour sauver des vies. Précisément à cette heure, je vais vous dire quelque chose. C'est seulement si nous faisons face ensemble, seulement si nous nous battons ensemble, seulement si nous appliquons les règles ensemble, et seulement comme cela que nous vaincrons l'épidémie, que nous la vaincrons. C'était Benjamin Netanyahou. Tout à fait, Gabriel, vous attendiez mon retour. Je le fais absolument avec plaisir tout de suite. Après Benjamin Netanyahou, c'est le président de l'État qui a pris la parole. Reuven Rivlin a déclaré hier espérer dans le registre diplomatique que les accords de normalisation avec les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn ouvriront la voie à une coopération avec les Palestiniens. S'adressant aux Palestiniens, le président de l'État d'Israël a affirmé « Personne ne peut nous aider à part nous-mêmes. Nous devons vous faire confiance et vous devez nous faire confiance afin que chacun de nous puisse comprendre comment vivre ensemble, c'est un must, c'est notre avenir et notre intérêt. Renouvelons la confiance et regardons vers l'avenir », a exhorté Reuven Rivlin. Les pourparlers de paix sont à l'arrêt depuis 2014 entre Israël et les Palestiniens, et la Jordanie, l'Égypte, la France et l'Allemagne ainsi que le représentant de l'Union européenne pour la paix au Proche-Orient se sont réunis à Amman et ont demandé aux Israéliens et aux Palestiniens de redonner de l'espoir au processus de paix en lançant des négociations directes sérieuses. Merci beaucoup Gabriel Attal.
14h15 sur Radio J. On s'envole tout de suite pour Israël pour rejoindre notre correspondante permanente sur place. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadjar. Pascal, avant d'évoquer ensemble l'actualité extrêmement forte en Israël, un mot sur ce qui se passe en France cet après-midi. Est-ce que les médias israéliens couvrent de près cette attaque près des anciens bureaux de Charlie Hebdo ? Oui, dans les minutes à peu près qui ont suivi la première information sur la survenance de cette attaque à Paris, les médias israéliens ont tout de suite relayé l'information. C'est évidemment aussi dans le cadre du procès des attentats de 2015 qui est également suivi en Israël. Simplement en ce qui concerne les réactions de condamnation et de solidarité qui ne manqueront pas évidemment de survenir, elles viendront, mais disons que pour l'instant le pays est surtout concentré sur l'entrée en vigueur du nouveau confinement depuis maintenant un peu plus d'une heure. Et c'est évidemment bien normal, ce confinement donc, qui est entré en vigueur il y a un peu plus d'une heure. Vous venez de le dire, Pascal. Tout le monde s'y plie-t-il ou certains traînent-ils un peu la patte ? Pour l'instant, disons, tout le monde s'y est préparé. L'annonce ne surprend pas. La plupart des gens ont fait leurs courses déjà depuis hier pour ne pas être pris au dépourvu. On était de toute façon déjà dans la préparation du Shabbat, la préparation de Kippour, qui de toute façon fait affluer les Israéliens vers les supermarchés. Donc de ce point de vue-là, on ne ressent pas vraiment de changement particulier. Le premier confinement était déjà entré en vigueur avec une réduction substantielle de l'activité. Donc, en réalité, disons là, le changement est presque impalpable. On entre maintenant dans ce confinement et on va voir comment les choses vont évoluer. Pascal, on a écouté il y a quelques instants les dernières déclarations publiques de Benjamin Netanyahou. On a également vu le professeur Roni Gamzou, le commissaire national au Corona, monsieur Tsar Corona, mettre en doute la pertinence du confinement dans des conditions extrêmement strictes. Est-ce que le dissensus est-il toujours très fort au sein de l'exécutif ? Il l'est malheureusement de plus en plus. On a vu lors de ce débat marathon avant-hier qu'il était effectivement extrêmement difficile pour les membres du gouvernement d'arriver à un terrain d'entente. Les professionnels, les experts, notamment sanitaires, ont effectivement exprimé une certaine frustration quant au fait qu'ils aient l'impression de ne pas être assez entendus. C'est ce que le professeur Gamzou a d'ailleurs répété ce matin dans une interview qu'il a accordé à l'agence Associated Press en disant que, à son avis, des erreurs avaient été commises lors du premier déconfinement, donc à la fin du mois de mai, et il les lycées ont ouvert trop vite. Voilà, qu'il n'était pas sûr que Benjamin Netanyahou ait tout à fait compris les risques que représentait un déconfinement trop rapide, et il a reconnu notamment, oui, l'échec de la réouverture des classes, notamment des enseignements de l'enseignement secondaire, qui ont été réactivés trop vite et qui ont une part dans la relance de la contamination. Pascal, c'est une critique en règle du Premier ministre. C'est une critique en règle du Premier ministre, mais je crois qu'on a malheureusement dépassé le seuil, disons, du devoir de réserve. Toutes les querelles, toutes les dissensions sont maintenant exposées publiquement, pratiquement en temps réel, et cela contribue évidemment aussi à l'impression de confusion et de désarroi de l'opinion israélienne, qui a du mal effectivement à avoir la confiance nécessaire dans le processus de décision politique, qui ajoute évidemment à l'atmosphère lourde qui règne avec ce début de nouveau confinement. Pascal, un dernier mot ensemble. Le gouvernement a tenté encore ce matin à la Knesset d'empêcher la tenue de rassemblement politique anti-Netanyahou demain soir. Et c'est un échec. C'est un échec pour l'instant, c'est-à-dire que ces mesures devaient faire l'objet d'un vote en assemblée plénière de la Knesset, que l'opposition a présenté des centaines, voire des milliers de réserves pour retarder le processus, comme cela se fait assez souvent au Parlement. Donc la mesure n'a pas pu être validée par la Knesset avant l'entrée en vigueur du confinement. Il faudra reprendre ces débats après Yom Kippour. Donc reste la question effectivement des manifestations de samedi soir, sauf
puisque la quasi-totalité des organisations qui participent à ce mouvement de contestation ont déjà indiqué qu'elles renonçaient au modèle de manifestation qu'elles organisent depuis maintenant 13 semaines pour le remplacer par des convois de voitures, donc pour rester dans le cadre des consignes sanitaires et, disent-elles, ne pas donner de prétexte à Benyamin Netanyahou pour condamner ces manifestations. Il y a effectivement aussi une perception d'un certain décalage. Pourquoi être aussi concentré sur la question des manifestations et des prières de Yom Kippour, qui sont évidemment des questions très importantes, mais la crise sanitaire a aussi une autre dimension, et sociale, et économique, et médicale, évidemment, et dont les Israéliens attendent là des véritables réponses concrètes. Merci beaucoup Pascal Zunchen, qu'on retrouvera mardi pour un nouveau direct de Jérusalem. Shabbat Shalom Pascal et Chag Sameach. Shabbat Shalom, Gmar Chatima Tova à tous les auditeurs. Merci Pascal. 14h20, on va marquer une pause tout de suite, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce journal. On sera en ligne avec le géopolitologue Frédéric Ancel. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. 14h22, merci de nous retrouver pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Steve Nadjer au micro. Tout de suite, le grand entretien de cette édition. Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris et à la Paris Business School. Frédéric Ancel, beaucoup de points restent encore à éclaircir sur l'attaque survenue il y a 2 heures à Paris. Pas de revendication pour l'instant, mais le parquet national antiterroriste vient d'être saisi. Quelle est votre première réaction ? Première réaction, c'est évidemment l'émotion. Avant l'analyse, c'est l'émotion. Et je vais vous dire, quand bien même il n'y aurait eu aucune victime, et on peut espérer que les blessés ne soient que blessés, mais quand bien même, de toute façon, on a affaire au maintien du niveau, enfin de l'existence d'un totalitarisme extraordinairement dangereux, qui est manifestement l'islamisme radical. Évidemment, je n'ai pas encore la preuve qu'il s'agit de cela, mais le modus operandi, l'espace, c'est-à-dire le lieu des anciens locaux de Charlie, le temps, c'est-à-dire le procès de Charlie, tout et l'horaire. Modus operandi, et bien sûr, et l'horaire, tout nous laisse penser qu'il s'agit de cela. Et de ce point de vue-là, pour être, sans faire de sentimentalisme, moi qui étais très ami avec Charb et avec Bernard Maris à l'époque, je dois vous dire que c'est avant tout l'émotion, le dégoût et le sentiment que la lutte non seulement n'est pas terminée, contrairement à ce qu'ont affirmé ces dernières années un certain nombre de gens, soit très complaisants, soit très naïfs, et que cette lutte contre le totalitarisme islamiste, elle nous concerne absolument tous. Frédéric Ancel, en dépit de l'affaiblissement sur le terrain de Daesh en Syrie et en Irak, est-ce que la menace djihadiste est toujours aussi forte contre notre pays ? Elle est toujours aussi forte pour une raison simple, c'est que Daesh n'était qu'une forme particulière prise par le dogmatisme et le fanatisme islamiste radical. Mais il y a d'autres formes, et la forme la plus, entre guillemets, la plus rudimentaire, c'est-à-dire celle incarnée par des jeunes gens, alors plus ou moins seuls, je crois pas beaucoup au loup solitaire, mais enfin, en tout cas par des gens qui frappent seuls ou quasiment seuls et avec des armes blanches et donc très rudimentaires, c'est une autre forme prise par l'islamisme radical qui au fond n'est pas moins dangereuse. C'est-à-dire qu'elle est moins dangereuse évidemment que celle qui prévalait sur le terrain de Daesh, qui disposait effectivement de véhicules lourds, de camions, de missiles, etc. Mais pour les gens qui vivent en France, et pas seulement en France d'ailleurs, et pas seulement pour les policiers, mais aussi pour eux, pas seulement les Français de confession juive, mais aussi pour eux, etc., eh bien, pour l'ensemble de notre société, de notre pays, c'est quelque chose, c'est une menace, si vous voulez, qui même sous cette forme-là, demeure extrêmement réelle et extrêmement dangereuse. Autrement dit, le risque, ce ne sont pas tant ce qu'on a appelé les revenants que des personnes plus ou moins autonomes, résidant en France et qui pourraient passer à l'acte le moment venu ? Oui, c'est ça. Nous avons malheureusement ici dans notre pays plusieurs milliers de personnes qui sont visiblement prêtes à frapper, parfois à mourir en shahid, en martyr, avec une scénographie qui, le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, est celle donc consistant à entraîner l'autre dans la mort, mais en réalité l'autre avec un A majuscule, donc l'apostat ou le mécréant, l'ennemi, devant lui, bien évidemment, ensuite prendre la route de l'enfer, tandis que le shahid prendra celle naturellement d'un paradis fantasmé. Bon, alors on connaît tout ça, mais pour vous répondre concrètement, oui, encore une fois, depuis les années 80-90, l'islamisme radical a pris
des formes, des géographies, des scénographies différentes, mais dans tous les cas de figure, c'est une idéologie de nature totalitaire extrêmement dangereuse. Frédéric Ancel, vous organisez par ailleurs ce week-end à Trouville-sur-Mer les 5e rencontres internationales géopolitiques sous le patronage du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. En débat, le thème mémoire et géopolitique. À titre personnel, vous avez déjà écrit, Frédéric Ancel, plusieurs textes ces dernières années sur le sujet, sur la place de la Shoah dans l'éthos israélien, mais aussi sur les génocides arméniens et rwandais. Dans quelle mesure la mémoire nourrit-elle à la fois l'imaginaire et les pratiques géopolitiques ? Alors les deux. Alors d'abord, dans quelle mesure votre manière de poser la question est très astucieuse et très espiègle. Parce qu'en réalité, mais je vous en prie, mais parce que c'est vraiment les deux. C'est-à-dire que vous avez raison de la poser comme ça, votre question, parce que la mémoire, elle est extraordinairement subjective du point de vue à la fois individuel, mais aussi d'un point de vue collectif. Et non seulement elle est très subjective, elle est ressentie, vécue, organisée de manière différente en fonction des époques, en fonction des moyens dont on a d'ailleurs de maintenir ou de perpétuer cette mémoire, mais aussi elle varie en fonction du régime politique qui préside aux destinées d'un collectif plus ou moins national, ça peut être tribal, ça peut être clanique, etc., mais en général national. Et qu'est-ce que veut faire de ce régime politique, de qui peut instrumentaliser ces questions mémorielles? Instrumentalisation à tous les étages, à tous les niveaux. Parfois, c'est une instrumentalisation qu'on peut qualifier de légitime avec un petit sourire. Je vous dirais que la Troisième République française a surinstrumentalisé le personnage de Jeanne d'Arc, dont il ne vous aura pas échappé qu'elle n'était pas très républicaine, c'était pas quelqu'un de très laïque, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il fallait, à ce moment-là, fédérer ou tendre le ressort des énergies nationales pour bouter l'ennemi qui n'était plus le même, qui n'était plus l'anglais, qui était l'allemand, mais au-delà des frontières et évidemment préserver ainsi la mémoire de l'Alsace et de la Moselle. Donc, des exemples comme ça, il y en a à foison. Il y a eu instrumentalisation, pour le coup, elle était, me semble-t-il, légitime, mais enfin, c'était quand même une instrumentalisation, et vous en avez eu aujourd'hui, vous l'imaginez bien, dans le monde entier, là aussi, des exemples à peu près innombrables. Frédéric Ancel, outre ces rencontres internationales à Trouville-sur-Mer ce week-end, votre actualité est particulièrement riche en cette rentrée. Vous publiez Les 100 mots de la guerre aux éditions PUF dans la collection Que sais-je. Il nous reste un peu plus d'une minute. Une question, même s'il y en avait beaucoup d'autres. La cyberguerre est-elle l'avenir de la guerre, notamment au Moyen-Orient ? Alors, en une seule minute, la cyberguerre, c'est une nouvelle forme de guerre qui n'est pas révolutionnaire. Je veux dire par là que c'est un nouveau théâtre d'opération après la terre, la mer et les airs depuis 1914. Vous avez aujourd'hui le cyberespace et la cyberguerre qui sont à la fois un nouveau théâtre d'opération, mais encore une fois, il n'y a rien de révolutionnaire, rien de plus par rapport à ceux qui existaient jusqu'à maintenant, et une nouvelle forme de lutte, mais qui, si vous voulez, fait appel à une nouvelle technicité, à des nouvelles méthodes. Mais pour vous répondre en un mot et pour vous résumer ma pensée, je vous dirais qu'il n'y a pas de révolution dans la pensée, dans les représentations, dans la structuration, dans les grandes stratégies de ce qui a toujours été, de ce qui demeure la guerre. Et c'est ça, quelque part, qui m'intéresse, c'est cette espèce de constante au-delà des révolutions, ou en tout cas des nouveautés qu'on présente à tort souvent comme des révolutions. La guerre demeure et demeurera vraisemblablement ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un usage massif, collectif, létal de la violence pour des raisons soit politiques, soit religieuses, soit lucratives. Les 100 mots de la guerre aux éditions PUF dans la collection Que sais-je et donc les 5e rencontres internationales géopolitiques à Trouville-sur-Mer. Je crois qu'il n'est plus possible de s'y inscrire, c'est complet. Et c'est absolument complet, mais les 6e rencontres auront lieu en juin prochain et on aura du temps pour s'y inscrire. Et il y aura du soleil, je l'espère. Merci beaucoup, Frédéric Ancel. Merci à vous. Merci. 14h30, le rappel des titres sur Radio J. Attaque à Paris. 2 personnes ont été blessées en fin de matinée à l'Arme Blanche, près des anciens locaux de Charlie Hebdo de Gabriel, dans le rond 11e arrondissement. Les blessés salariés de l'agence de presse Première Ligne, un homme et une femme, sont en urgence absolue. La préfecture de police de la capitale recommande d'éviter le secteur. Un agresseur présentant des traces de sang a été arrêté près de la place de la Bastille, a annoncé la préfecture de police de la capitale. Selon plusieurs médias, un 2e suspect a été interpellé par la brigade des réseaux ferroviaires au niveau du métro Richard-Lenoir, et un des agresseurs était armé d'une hache ou d'une machette. Le parquet national antiterroriste s'est saisi tout à l'heure du dossier et a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Et on l'a appris
il y a quelques minutes, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendent sur place. Et 18e jour du procès des attentats terroristes de Charlie Hebdo et de l'hypercacher de Vincennes. Après avoir été suspendu, l'audience a pu reprendre ce matin à 9h30. Le suspect victime hier d'un malaise et de vomissement a été testé négatif au coronavirus. La cour se penche aujourd'hui sur le parcours des frères Kouachi avec le témoignage d'un enquêteur de la DGSI. En Israël, le confinement complet a débuté à 14h heure locale. Les synagogues sont fermées et les rassemblements sont limités à 20 personnes en extérieur et 10 personnes en intérieur. Les commerces non essentiels, bars et restaurants sont fermés. Les déplacements sont limités à 1 km de son domicile, sauf pour aller travailler. Le trafic des bus est réduit à 50% environ. Et Benjamin Netanyahou a demandé hier soir aux Israéliens de se réveiller pour éviter la propagation du coronavirus. Le Premier ministre a affirmé que le pays faisait face à une urgence nationale. Le chef du gouvernement israélien a promis un filet de sauvetage pour les victimes économiques de la crise, de nouveaux tests de dépistage avec un résultat plus rapide et un vaccin très rapidement. Benjamin Netanyahou a également souligné l'esprit de solidarité qui doit régner au sein du peuple israélien pour vaincre le coronavirus. Merci Gabriel Attal. On se retrouve dans un instant après une courte page de pub avec le rabbin Raphaël Sadine. Nous parlerons de Kippour. Judith Mergui, 7h40 sur Radio J. Si tu veux être mince, fais-toi régulièrement un jeûne intermittent. Moi, sur le moment, j'ai pas bien compris en quoi fricoter avec un pseudo-artiste, ça faisait perdre du poids. Voilà. Non, mais tu as un DST de physique, je te rappelle. D'accord, non, je m'en fiche des chapitres à réviser, mais comment tu vas t'habiller? Mais c'est ça qui compte. Oui, tu te souviens bien du dress code? Oui, non, l'éducation nationale a été très claire, chérie. Donc rendez-vous dès demain pour 2 nouveaux scoops sur Radio J. Vous serez les premiers à découvrir que le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Réveillez-vous de bonne humeur tous les matins avec Judith Mergui. Boucherie Berbèche, bonjour. Dites-moi, que puis-je acheter chez vous avec 9,90 €? Jusqu'au 7 octobre pour Ticherie, 1 kg de viande à braiser ou 1 kg de viande hachée. Pour 9,90 €? Ou 1 kg de blanc de poulet ou 1 kg de parguide de poulet. Et 1 kg de cuisse de poulet? Ah, le kilo de cuisse de poulet est à seulement 5,90 €. Boucherie Berbèche, strictement cachère depuis 4 générations au service de la communauté. 53 avenue du Dr Arnold Netter, Paris 12e et 39 rue Geoffroy d'Aban, Paris 17e. 01 44 40 07 59. Commande sur chez victorberbèche.com. Chez victorberbèche.com. Viande 100% française, découpée sur place. Comme chaque année, la synagogue Rabbi Chaï Tayeb Lomet, 75 rue Julien Lacroix, Paris 20e, consistoire de Paris, organise l'office de Kippour au gymnase de l'avenue Jean Jaurès, Paris 19e. Afin d'organiser cette journée dans des conditions sanitaires optimales, nous vous prions de bien vouloir venir à l'heure. La synagogue Rabbi Chaï Tayeb Lomet, 01 43 15 43 51. Shana Tova et Gmar Khatima Tova. Entreprises, commerçants, restaurateurs, associations, pour communiquer en direction de la communauté juive, un numéro 01 53 75 25 55. Radio J et Judaïque FM vous proposent des horaires vraiment incontournables pour accroître votre notoriété et gagner des parts de marché. Appelez DPRJ, service publicitaire exclusif de Radio J et Judaïque FM. DPRJ 01 53 75 25 55 01 53 75 25 55. 14h35, Yom Kippour au menu cette dernière partie de cette édition spéciale du 14h de Radio J. On retrouve tout de suite par téléphone le rabbin Raphaël Sadine. Bonjour Rav Sadine. Bonjour. Merci d'être avec nous, comme désormais tous les vendredis dans le 14h de Radio J. Vous êtes l'auteur du très beau livre, et j'insiste, Chagim sur les fêtes juives, Kippour, le jour du grand pardon, le jour probablement le plus solennel du calendrier juif approche. Après le mois d'Elul et ses slichot, après 2 jours importants et forts de Rosh Hashanah, que peut nous apporter, si vous me permettez l'expression, ce jour de Yom Kippour? Quelle en est la singularité au sein du calendrier hébraïque? Vous savez que c'est un cadeau merveilleux du ciel qui nous est presque jalousé par les autres religions. Fait que Luther, qui a créé le protestantisme, a été tourmenté par la question du salut. Et nous avons, le peuple juif, un rendez-vous annuel avec Dieu extraordinaire, ou pratiquement pas tous, mais si on fait acte de repentance,
où Dieu pardonne toutes nos fautes. C'est un jour magnifique, un jour c'est pas juste un pardon, c'est une sorte de dispositif où on est lavé, profondément lavé, au plus profond de l'âme, au plus profond de la psyché, de toutes les fautes, qui marquent, si vous préférez, la transcendance, l'indépendance de l'âme par rapport aux actions qui, des fois, peuvent être pas terribles. On dit, voilà, le judaïsme pose comme projet, l'homme est au-delà de ses bassesses, l'homme est grand, l'homme est élu, il y a une sorte d'élection. Chaque juif, et chaque homme en général, est un être élu, aimé par Dieu, et cet amour se manifeste dans cette journée magnifique où se déverse un flux de chesed, qu'on dit en hébreu, c'est-à-dire d'amour, qui littéralement lave totalement tous les péchés de l'année. Donc c'est un rendez-vous peut-être le plus important de l'année. Rav Sadine, ce jour de Yom Kippour se caractérise par 5 types d'abstinence. On ne mange pas, on ne boit pas. Je vous laisserai les développer, mais vous écrivez dans votre livre Chagim que ces abstinences renvoient également à un certain type de faute à chaque fois. Oui, bien entendu. C'est ne pas manger, c'est tout ce qui est lié à la notion de s'engouffrer dans la matière. Tout ce qui est la notion de pommade, c'est par rapport à la luxure, par rapport aux femmes. Le cuir, c'est l'orgueil. Enfin, effectivement, il y a ne pas porter des chaussures en cuir. Ça renvoie à des dimensions, mais beaucoup plus profondément. Vous savez, Kippour, c'est un jour, la tchouva, la notion de repentance, c'est le jour. Chaque grande fête du peuple juif a un axe spirituel fondamental. Yom Kippour, c'est la repentance. Et alors, la repentance, en hébreu, ça se dit teshuva, dont la racine, c'est shav, qui est shin, c'est retourner. Et retourner vers quoi? Alors, tout le monde dit retourner vers Dieu, bien entendu. Mais il y a le Maharal de Prague nous enseigne que c'est retourner éminemment vers quelque chose d'assez mystérieux. Quand vous prenez le shin, c'est l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Le bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Et donc, il reste, en dehors de ça, le aleph tav. Ça veut dire ata, toi, at. En réalité, c'est retourner vers soi. C'est ça qu'on nous enseigne, retourner vers une certaine dimension de soi-même. Et ce qui est stipulé par cela, c'est de dire, chacun d'entre nous a un point d'élection, un point de noblesse qui n'a jamais trahi. C'est-à-dire, même vous prenez un mafiosi, vous lui dites, je te donne 10 000 euros, tu donnes une claque à ta mère, il ne va pas le faire, il va vous donner une claque à vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites. Il y a quelque chose chez lui, voilà, une dignité humaine en lui qui ne trahira pas. Eh ben, l'acte de repentance fondamentalement à Yom Kippour, c'est de s'identifier à sa part de noblesse. J'avais un grand rav qui disait, le problème, c'est pas tellement la faute. Le problème, c'est de s'identifier à la faute. Ça veut dire que quand quelqu'un vous dit, je suis coléreux, je suis comme ça, il faut m'accepter comme je suis radin, c'est comme ça, il faut m'accepter comme ça. Il faut lui dire, tu as l'idée qu'on ne peut pas s'en défaire finalement, Rav Sadine? Oui, l'idée qu'on s'identifie à toutes sortes de processus existentiels qui ont construit ce qu'on appelle des clipotes, des écorces, des comportements, des habitudes comportementales qui sont en vérité pas nous. Et que tout le jour du Yom Kippour, ce jour extraordinaire, où il s'agit de retrouver sa véritable beauté, son véritable point de hauteur. Vous savez, à Yom Kippour, un des korban, des sacrifices, quand le temple de Jérusalem existait, essentiel, c'était ce qu'on appelait, on prenait 2 boucs, dont le terme bouc émissaire d'ailleurs, 2 boucs qui devaient être exactement les mêmes. Et on faisait un tirage au sort. Un était offert à Dieu, Khatat la Hashem, et l'autre était envoyé en dehors de Jérusalem, on se montrait que c'était le Seir Azazel, le bouc émissaire, on l'envoyait, on le mettait sur une colline et on jetait dedans, et c'était ce processus, ce korban, ce sacrifice-là, qui apportait l'expiation, le pardon pour tout le peuple d'Israël. Et beaucoup de gens sont interrogés, ils ont dit, c'est quoi, c'est de la magie noire, on prend 2 boucs, on envoie un à l'un, on en sacrifie un autre, ça pardonne tout le monde, c'est quoi? Alors, le Maharal explique, il dit, parce que c'est exactement cela. Ils devaient être exactement les mêmes. Pour nous dire qu'à un certain niveau de vérité, c'est pas l'extérieur qui compte. On aurait pu croire qu'on prendrait un bouc blanc pour Dieu et un bouc noir, affreux, avec des yeux rouges pour Azazel. On dit non, prends les mêmes. Pour te dire qu'à un certain niveau, la différence, quand tu as annulé toutes les fausses dissemblances, quand tu vas au fond de ta vérité absolue, eh ben, apparaît une vraie différence entre le bien et le mal, qui est elle-même expiatoire. Ça veut dire que le jour de Kippour, il s'agit de faire un double mouvement qui est le même, de dire à un côté toutes ces habitudes méchantes, mesquines, ces colères, ces ressentiments. Les Azazel, je le mets dehors, je le jette en dehors de Jérusalem. Et le sang du korban, du sacrifice qu'on donnait à Dieu, on le prenait, on l'aspergeait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Pourquoi? C'est un double mouvement.
dans le cercle pour dire qu'on rejoignait l'intériorité de l'intériorité. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire un double mouvement où d'un côté, où on extériorise des comportements négatifs qui ont pu de façon illusoire nous apparaître comme une partie de nous-mêmes, on les met dehors, on les jette en disant les Azazel, et on rejoint la part d'élection, la part noble en nous, qui est le rapport d'intimité avec Dieu. Et c'est ce double mouvement, qui est en vérité le même mouvement, qui apporte une expiation extraordinaire, un pardon extraordinaire à chacun de nous et à tout un Israël. Merci beaucoup, Rav Raphaël Sadi. Je rappelle le titre d'un de vos livres, Chagim, qui permettra à nos auditeurs de découvrir et d'approfondir les enjeux des différentes fêtes, et notamment la prochaine, celle de Yom Kippour. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Gmar Chatima Tova et Shabbat Shalom, Rav Sadin. Gmar Chatima Tova à tout le monde. Shalom. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Tout de suite, vous retrouverez l'édito de Serge Lajdenberg. Pour ma part, je vous retrouverai avec plaisir mardi, même heure, même endroit, pour une nouvelle édition du 14h de Radio J. Shabbat Shalom, Gmar Chatima Tova, bonne fête de Yom Kippour, et surtout, portez-vous bien.